Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne de Liter Audio. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler sommeil. Voilà, nous sommes toujours sur le livre de Damien Léger, Les troubles du sommeil. Et si vous n'avez pas entendu écouter le premier épisode sur les 10 règles d'or du sommeil, je vous invite à aller le faire. Et cette fois-ci, je vais vous proposer la lecture d'une dizaine de pages environ sur le dernier chapitre, le chapitre 4 du livre Troubles du sommeil, comment améliorer son sommeil. Il est divisé en plusieurs sous-sections. C'est parti. Numéro 1. Préparer sa nuit, exercice physique et sommeil. L'exercice physique a-t-il une influence sur le sommeil ? Oui, car il est en général bénéfique, il facilite l'endormissement et augmente la proportion de sommeil lent profond, le sommeil réparateur. Mais il peut aussi être perturbant, augmenter la latence d'endormissement et, dans certains cas, modifier le déroulement de la nuit. Cela dépend du type d'exercice, de son intensité, du moment de la journée où il est pratiqué. L'activité physique régulière a en général un effet bénéfique sur la santé. Elle augmente la masse et la force musculaire, améliore la souplesse et l'équilibre, donne confiance en soi, prévient les maladies cardiovasculaires, diminue les risques d'ostéoporose, lutte contre la dépression, réduit les risques de démence et aide à bien dormir. Comment l'exercice physique agit directement sur le sommeil et la vigilance ? L'exercice physique régulier augmente d'abord la proportion de sommeil lent profond, qui est le sommeil à ondes lentes, permettant la récupération de la fatigue physique. C'est aussi au cours du sommeil lent profond que se fait la sécrétion d'hormones, comme l'hormone de croissance. Chez le jeune adulte, il représente environ 30 à 35% du temps de sommeil, 20 à 25% chez l'adulte et 10 à 15% chez le senior. Il a été montré que l'exercice physique régulier augmenterait la proportion de sommeil lent profond. À court terme, c'est uniquement chez les sujets déjà entraînés, comme les sportifs de haut niveau, que l'exercice physique se traduit par une augmentation de la qualité du sommeil. Sur le long terme, c'est l'exercice régulier, au moins 2 fois par semaine, qui améliore la qualité du sommeil lent profond. De surcroît, plusieurs études épidémiologiques ont montré que la pratique d'un sport régulier diminuait le risque d'insomnie. L'activité physique au cours de la journée améliore aussi la qualité de l'éveil. En effet, si l'on ne bouge pas de la journée et qu'on reste assis ou allongé, on a facilement tendance à somnoler, en particulier si la nuit précédente a été mauvaise. Certains de nos patients, qui sont épuisés à cause de leur mauvaise nuit, se sentent obligés, pour récupérer, de faire des pauses au cours de la journée, mais sans dormir. Remplacer ces pauses par des séances de vélo, d'appartement ou de marche rapide relance leur vitalité et leur énergie et améliore à la fois la qualité de leur réveil au cours de la journée, mais aussi la qualité de leur sommeil. L'exercice physique permet aussi de mieux contrôler son poids. Certains troubles du sommeil, comme les ronflements et l'apnée du sommeil, sont fréquents chez les personnes en surpoids. En réduisant cet excès pondéral, il est souvent possible de diminuer les répercussions de ces troubles respiratoires sur la qualité du sommeil. Sommeil et compétition sportive. À côté de l'activité physique modérée, pratiquée en dehors d'un cadre compétitif et qui améliore la qualité du sommeil, l'activité physique intense peut le perturber. Avant une épreuve sportive, l'enjeu à la clé est souvent responsable d'un état d'anxiété qui nuit à l'endormissement et induit des réveils nocturnes. Et l'expérience de mauvaises nuits précédant des épreuves importantes peut aussi contribuer à créer une appréhension et de nouvelles mauvaises nuits. Le soir de l'épreuve, une activité physique importante stimule les centres de l'éveil de façon durable et mobilise toute notre énergie. Si l'événement sportif a lieu en fin d'après-midi ou en début de soirée, cette excitation nuira à l'endormissement,
surtout si l'on se repasse plusieurs fois le match dans la tête, et encore plus si l'on a perdu. À cela s'ajoute l'élévation de la température corporelle liée à l'effort physique. L'endormissement étant associé à une diminution de la température du corps, il faudra d'abord que l'organisme revienne à sa température normale avant d'atteindre le seuil de déclenchement du sommeil. C'est pourquoi il est conseillé de prendre une douche fraîche après un exercice physique important pratiqué dans la soirée, pour permettre au cerveau de se refroidir et de s'endormir plus facilement. Il ne s'agit pas de prendre une douche glacée, mais de se sentir parcouru par une sensation rafraîchissante, en particulier dans les jambes ou derrière la nuque. L'effet de l'exercice physique sur l'humeur et l'anxiété. L'activité physique a aussi des répercussions indirectes sur le sommeil grâce à son effet sur l'humeur. On sait que les troubles du sommeil sont fréquents chez les personnes anxieuses ou dépressives, qui se plaignent de mal dormir ou de ne pas profiter de nuits récupératrices. L'une des façons de minimiser les perturbations de l'humeur et les tendances dépressives est justement de faire de l'exercice physique. La démonstration en a été faite en proposant un entraînement 3 fois par semaine pendant 10 semaines à des personnes dépressives âgées de 60 à 84 ans. À l'issue de cette période, leurs troubles dépressifs étaient réduits de moitié et leur qualité de leur sommeil s'en est retrouvée très sensiblement améliorée. Bien évidemment, la dépression se manifeste par une absence d'envie. Dépressif, on n'a pas forcément envie de pratiquer une activité physique. C'est là que le rôle de l'entourage et des soignants se révèle nécessaire pour entamer une démarche vertueuse qui améliorera et l'humeur et le sommeil des patients. Un exercice physique régulier, plusieurs fois par semaine, diminue le niveau anxieux. Il ne s'agit pas là uniquement de marche, mais d'une activité plus soutenue permettant de dépasser ses limites et de ressentir une vraie fatigue physique. Tous les sports peuvent procurer cet effort. Cependant, dans les cas d'insomnie, nous ne recommandons pas les sports de performance qui peuvent aussi augmenter la tension. Nous recommandons plutôt les activités de fond. Il nous semble aussi plus détendant d'exercer un sport à l'extérieur qu'en salle. Squash ou musculation dans des salles surchauffées peuvent être profitables pour perdre du poids ou prévenir des maladies cardiovasculaires, mais ils ne sont pas bénéfiques pour le sommeil, car ils n'apportent pas suffisamment de détente. En somme, mieux vaut un beau jogging dans un parc ou dans des longueurs de piscine plutôt qu'un match endiablé de handball dans une salle. Le sommeil des athlètes de haut niveau. Le sommeil est un atout important dans le sport de haut niveau car qui dit bon sommeil dit bonne récupération et donc bonne performance. Au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu, avec l'expertise des docteurs François Duforêt et Bertrand de la Guiclet, nous conseillons depuis plus de 20 ans des navigateurs solitaires. Au cours du Vendée Globe 2016-2017, 6 des concurrents avaient été préparés par notre équipe. Le principe n'est pas de rendre les sportifs meilleurs dormeurs ou plus vigilants à l'aide d'une thérapeutique quelconque, mais de les faire devenir spécialistes de leur sommeil pour les aider à prévenir les accidents et à s'organiser en sommeil polyphasique sur les 24 heures. Avec ces navigateurs, nous réalisons de nombreux enregistrements de sommeil à terre et en mer et nous déterminons quelles sont, au cours des 24 heures, les portes d'entrée dans le sommeil qui leur permettent de récupérer par courts épisodes. Nous enseignons les techniques de la sieste et d'utilisation de la luxe-thérapie. Nous aidons par exemple Jean-Pierre Dick, que nous suivons depuis plus de 15 ans, au moment de la conception du carré et du matelas de chacun de ces nouveaux bateaux. Depuis plus de 10 ans, nous conseillons aussi des sportifs de toutes disciplines. Athlétisme, arts martiaux, vélo, automobile, rame, natation. Avec Mounir Chenaoui, qui dirige notre équipe de recherche Vifasom, nous avons conseillé de nombreux athlètes de l'équipe olympique française pour les Jeux de Pékin et de Londres, et Mounir les a accompagnés à Rio aux Jeux olympiques de 2016. Mais aux côtés de ces bons dormeurs, nous rencontrons aussi bien des sportifs qui sont insomniaques. Décalage horaire répété, pression liée à la compétition, solitude face aux enjeux de la vie, les sportifs sont souvent de grands sensibles vulnérables. Ils savent aussi l'importance d'une bonne nuit de sommeil,
sur les dixièmes de seconde nécessaires à la victoire. Nous travaillons alors sur des méthodes de relaxation et de concentration qui leur permettront de faire abstraction de l'environnement stressant et de récupérer positivement, même s'ils ne parviennent pas à dormir. Sur le long terme, il s'agit de solidifier leur sommeil face à la compétition, de leur donner des moyens de récupérer partout, toutes les fois qu'ils le peuvent, et même quelques minutes avant l'épreuve à la faveur de siestes et de pauses relaxantes. Sous-chapitre 2, améliorer son sommeil, optimiser son environnement. L'effet de l'environnement sur le sommeil, une évidence souvent négligée. Dans les pages qui précèdent, nous avons évoqué à plusieurs reprises combien les facteurs d'environnement peuvent perturber le sommeil, et il y a un consensus sur ces sujets dès lors qu'on interroge les Français. Le bruit est le premier facteur de perturbation du sommeil, bruit des transports, mais aussi bruit du voisinage. L'excès de lumière provenant soit de l'éclairage urbain, soit de nos multiples outils numériques rendent l'obscurité impossible. La température est souvent excessive dans les chambres l'hiver ou l'été par manque de climatisation. Ces évidences restent trop souvent négligées. Prenez votre chambre en photo ou en vidéo. Avant tout changement radical de vos habitudes ou de votre prise en charge du sommeil, je vous invite à prendre votre chambre en photo ou en vidéo pendant quelques minutes avant de vous coucher et de montrer ces photos à quelqu'un de confiance susceptible de vous donner des conseils. C'est en effet ce que nous avons réalisé lors d'une étude menée auprès des adolescents pour lesquels nous souhaitions installer un simulateur d'aube. Une photo de chambre d'adolescent par elle-même traduit souvent combien il va lui être difficile de bien dormir. Literie ancienne et encombrée, appareils numériques et vidéos multiples, environnement immédiat rempli d'objets. Optimiser son environnement physique. Améliorer sensiblement la qualité de son sommeil dépend parfois du simple respect de quelques règles d'hygiène de vie. Les heures de coucher et de lever, l'alimentation, les boissons et autres substances, alcool, caféine, nicotine, les activités physiques et intellectuelles, mais également les facteurs environnementaux comme la lumière, la température et le bruit. Une bonne literie est une condition essentielle pour bien dormir. Elle fera l'objet d'un traitement séparé dans les pages qui suivent. La lumière. La première recommandation est d'éteindre la lumière au moment de se coucher. Il faut savoir que pendant la nuit, nous restons sensibles à l'éclairement, même lorsque les yeux sont fermés. La lumière passe à travers nos paupières et lorsque nous ouvrons les yeux au cours du sommeil, elle informe directement notre cerveau qu'il doit se réveiller. L'obscurité la plus totale est recommandée dans la chambre à coucher dès lors qu'on a des troubles du sommeil. Conseil que doivent en particulier suivre les personnes sujettes au réveil nocturne. Pensez à fermer les volets, les rideaux ou les stores, surtout au printemps et en été. Les rideaux peuvent être doublés par un tissu opaque ayant une face plastifiée disposée vers l'extérieur. Ces rideaux occultants isolent aussi du froid, atténuent le bruit et protègent de la lumière. Sans ces rideaux, vous vous rendrez compte que la lumière de l'extérieur est souvent importante dans votre chambre et même tellement qu'elle vous permet de vous déplacer sans aucune difficulté dès lors que vos yeux y sont habitués. Si par sécurité vous souhaitez laisser une veilleuse dans votre maison ou à proximité de votre chambre, préférez une lumière orange ou rouge qui ne perturbera pas le niveau de mélatonine. Les personnes les plus sensibles à la lumière utiliseront avec profit un masque anti-lumière ou de relaxation disponible en pharmacie ou dans la grande distribution. Il est composé de fibres naturelles, de coton ou en satin. Respectueux des cheveux, son large élastique réglable et ses coussinets assurent confort et maintien. Le matin, il est important de bien marquer le moment du réveil, notamment par une ambiance lumineuse forte. Quand la saison s'y prête, il est recommandé de profiter de la lumière naturelle et de s'y exposer au maximum. En cas de faible luminosité, durant l'automne ou l'hiver, il ne faut pas hésiter à forcer l'intensité lumineuse dans la chambre, la salle de bain, la cuisine, la salle à manger,
en utilisant des éclairages de forte puissance. Il existe également dans le commerce des lampes qui reproduisent le spectre de la lumière naturelle ou des lampes de luxe-thérapie. Le bruit. Les effets du bruit sur le sommeil. Le bruit a nécessairement les répercussions sur le sommeil et provoque des accélérations cardiaques au cours de la nuit et des micro-éveils, qui sont d'ailleurs plus ou moins ressentis par les dormeurs en fonction de leur sensibilité. Les personnes âgées semblent plus sensibles au bruit que les enfants. Les femmes, surtout après la trentaine, tolèrent moins bien le bruit que les hommes. Les travailleurs de nuit et postés ont aussi un sommeil plus sensible. Certaines personnes qui ont été exposées à des bruits traumatisants y restent sensibles toute leur vie. Le bruit peut perturber l'arrivée du sommeil et son maintien, surtout s'il est intrusif, aigu, intense, intermittent ou s'il présente des fluctuations importantes ou inhabituelles. Des changements dans la structure du sommeil sont observés pour des intensités ne dépassant pas 45 décibels. Le décibel est l'unité de mesure de l'intensité d'un son. L'exposition fréquente ou prolongée à des sons de plus de 90 décibels entraîne une perte auditive importante. Sommeil des mamans et des médecins de garde. L'intensité du bruit n'est pas la seule composante des nuisances sonores. Sa signification et sa charge émotive sont cruciales. Ainsi, les mamans resteront marquées durablement et facilement éveillées par les sanglots évocateurs de leur enfant, alors qu'elles seront parfois insensibles au bruit d'une moto passant dans leur rue. A l'inverse, les cris nocturnes des enfants des autres sont vite ressentis comme insupportables par les voisins. De même, les médecins ou autres professionnels de garde ont souvent un sommeil fragile plusieurs années après leur période de travail de nuit, lié à l'effet on-call qui leur fait confondre toute sonnerie dans leur environnement avec une urgence. Des bruits blancs qui nous perturbent. Thomas Andrion, de l'équipe de Sid Couider, du laboratoire de psychoacoustique de l'École normale supérieure, a mené, en lien avec notre centre de recherche de l'Hôtel-Dieu, des recherches sur des bruits blancs survenant au cours de la nuit. Les bruits blancs ne sont pas reconnus par notre oreille au cours de la journée, mais ils sont identifiés par le cerveau le jour et, au cours de la nuit, en particulier au cours du sommeil léger. Une simple modification de leur fréquence suffit à alerter le cerveau du dormeur qui réagit alors à ce changement d'environnement sonore. Les sources de nuisances sonores nocturnes. Les sources de nuisances sonores sont nombreuses. Elles sont liées à la proximité d'un aéroport, d'une voie ferrée, d'une rocade ou d'une rue très passante et animée, ou encore d'un café, d'un restaurant, d'une discothèque. En ville, les motos, les camions de ramassage des ordures, le tri du verre, les magasins recevant tôt des livraisons ne sont pas rares. Votre voisin de palier a un rythme de vie décalé par rapport au vôtre, votre voisine du dessus écoute de la musique jusqu'à 2h du matin, marche avec des talons sur son parquet ou a de jeunes enfants un peu turbulents. Sans parler du conjoint qui ronfle ou du téléphone qui sonne en pleine nuit ou le dimanche matin aux aurores. À la campagne, le cri des animaux, le chant des oiseaux, les aboiements du chien et les machines agricoles font partie aussi de la vie quotidienne. Il faut toujours garder à l'esprit que le bruit des autres est plus gênant que celui qu'on fait. Pour ne pas être gêné par son entourage, commençons par ne pas déranger les autres en leur infligeant des bruits inopportuns. Optimisez votre environnement sonore. Limitez les émissions sonores en choisissant des appareils électroménagers aussi silencieux que possible et ne les utilisez pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Évitez de passer l'aspirateur ou de mettre en route une machine à laver à une heure tardive ou tôt le matin. Diminuez l'intensité de la sonnerie de votre téléphone, enfermez les gaines d'évacuation des eaux dans un coffrage. En fermant la porte de la cuisine, vous entendrez moins le ronronnement du réfrigérateur et du lave-vaisselle, le chauffe-eau ou la chaudière qui se remet en marche. Soyez vigilants au sommeil des voisins. Pour limiter l'intrusion des bruits extérieurs, isolez votre logement avec des volets, des rideaux, en appliquant des joints d'étanchéité et de calfeutrement aux fenêtres, en remplaçant d'anciens vitrages par des vitrages épais, voire des doubles vitrages.
Pour vous et pour les autres, attention aux courants d'air et aux portes qui claquent. Les tapis et la moquette dans l'entrée et les couloirs sont un bon moyen d'assourdir le bruit des pas. Posez des embouts en caoutchouc ou en feutre sous les pieds, des chaises et des meubles que vous déplacez souvent. Pour les activités de bricolage et de jardinage, pas de tapage nocturne entre 22h et 7h du matin. Choisissez votre moment pour planter un clou, percer un mur ou tondre votre pelouse. Si vous êtes musicien ou chanteur, essayez d'insonoriser votre appartement au maximum et choisissez bien vos horaires pour faire vos gammes. Éloignez les haut-parleurs des cloisons et du sol en les posant sur une plaque de caoutchouc ou de moquette. Vous améliorerez ainsi l'écoute tout en diminuant la transmission du son et des vibrations à travers les murs et le plancher. En ville, limitez les coups de klaxon intempestifs, démarrez doucement au feu, faites régler l'échappement de votre cyclomoteur. Absence de bruit ne veut pas dire silence. Si possible, installez votre chambre loin des sources de bruit difficilement évitables. Mais une musique douce peut être un bon inducteur du sommeil, à condition, bien entendu, de régler le volume assez bas et d'en programmer l'arrêt. Certaines personnes s'endorment ainsi en musique ou un casque sur les oreilles. Le mieux est cependant d'utiliser un interrupteur automatique pour éviter d'être réveillé en pleine nuit par un changement de rythme. Protection individuelle anti-bruit. Vous pouvez également utiliser des bouchons d'oreille à titre de protection individuelle. Les plus classiques sont les bouchons en cire, les traditionnelles boules Quies, qui protègent du bruit en offrant une atténuation de moins 27 décibels en moyenne. Ils sont hypoallergéniques. Ces protections auditives, qui font également écran au froid et à l'eau, sont faites d'un mélange de cire naturelle et de coton qui leur confère un bon maintien dans l'oreille. Les protections auditives en mousse de polyuréthane atténuent le bruit entre moins 25 et moins 35 décibels en moyenne, selon les marques. Ces bouchons sont lavables et réutilisables. Optimiser la température. La température extérieure influence le sommeil. Dans un environnement froid, comme dans les régions polaires, la latence d'endormissement est longue et les mouvements corporels au cours du sommeil importants. Le temps de sommeil total diminue car les réveils nocturnes sont nombreux. Le temps de sommeil paradoxal est moins important. Dans une ambiance chaude, il y a une augmentation des éveils, une diminution du temps de sommeil total et du sommeil paradoxal, sans modification significative du sommeil lent profond. La température ambiante idéale pour une chambre se situe entre 18 et 20 degrés. La température de notre corps varie tout au long de la journée, suivant un rythme circadien. Elle est de 37-37,5 degrés dans l'après-midi et baisse progressivement en fin de journée, tout comme notre consommation d'oxygène ou notre rythme cardiaque. Elle diminue durant les premières heures de sommeil. Le minimum de la température corporelle, proche de 36-36,5, coïncide avec une baisse de vigilance. Il est atteint en fin de nuit, vers 5 heures du matin pour des personnes qui ont des nuits d'environ 8 heures et un mode de vie normal. Le matin, la tendance s'inverse et la température remonte doucement, nous ramenant vers l'éveil. D'où les recommandations suivantes concernant la température du bain ou de la douche. La température centrale de notre corps doit diminuer pour favoriser notre endormissement. Or, une douche ou un bain trop chaud le soir avant d'aller se coucher est déconseillé, même s'il a un effet relaxant indéniable. Préférez donc une douche tiède ou fraîche. C'est pour les mêmes raisons que l'exercice physique intense pratiqué en fin de soirée peut avoir un effet négatif sur le sommeil, en faisant monter la température du corps. Lorsqu'on fait du sport le soir, il est important de se rafraîchir avant d'aller se coucher. A l'inverse, le matin, pour faciliter le réveil, il faut faire remonter notre température. Une douche ou un bain chaud peut y contribuer, de même que quelques mouvements de gymnastique ou des étirements. Cette douche matinale est également un bon moyen de marquer le moment du réveil, au même titre qu'une lumière intense, qu'elle soit naturelle ou artificielle. La literie. Un tiers de notre vie se passe dans un lit, soit 200 000 heures en moyenne.
Cependant, lorsque nous enquêtons auprès des personnes qui se plaignent de troubles du sommeil, nous sommes frappés de voir combien la plupart se désintéressent tout bonnement de leur literie. Alors que l'hygiène et la santé bucco-dentaire font à juste titre l'objet de nombreuses heures d'enseignement à l'école et au coucher, aucun cours n'est dispensé sur le besoin de changer régulièrement ses draps, couettes et oreillers et de vérifier l'ancienneté des matelas et la solidité des sommiers. C'est ainsi que de nombreux enfants, adolescents et personnes âgées dorment dans des lits qui passent d'âge en âge, comme s'il s'agissait d'armoires anciennes. Comment bien choisir son lit ? Il a été longuement difficile de choisir une bonne literie en magasin, tant les choix étaient le plus souvent orientés par un commercial désireux de vous faire acheter le plus cher sans vraiment s'appuyer sur des arguments concrets. Depuis quelques années, en France, les efforts de recherche de l'Association pour la literie, APL, rassemblant la plupart des fabricants et distributeurs, ont cependant permis de donner quelques critères objectifs pour guider notre choix. Avant de s'embarquer pour 10 ans de sommeil, on peut désormais essayer sa literie pendant 1 mois et la retourner en cas d'insatisfaction, plutôt que de se contenter de s'asseoir tranquillement à côté du vendeur dans une grande surface, au risque de faire le mauvais choix. Parmi ces critères testés scientifiquement, 3 règles d'or sont le gage d'une bonne literie: la fermeté, la taille et les matières naturelles. Même si une literie peut sembler plus confortable lorsqu'on s'y enfonce avec souplesse, ce n'est pas la garantie d'un sommeil de qualité. Comme dans un fauteuil ou un canapé trop mou, qui s'enfonce et dans lequel on ne parvient pas à trouver une position agréable, un matelas trop mou empêchera de trouver une position confortable pour dormir et obligera le dormeur à se retourner sans cesse pour éviter les douleurs. La qualité de la suspension influence la durée de vie du matelas et le bon maintien de la colonne vertébrale. Le poids de notre corps étant inégalement réparti, il faut que le sommier et le matelas amortissent nos mouvements et compensent les creux causés par les points les plus lourds, surtout lorsqu'on dort à 2. L'importance du soutien dépend de notre taille et de notre poids. Il est donc préférable d'éviter les lits trop mous, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la colonne vertébrale. Il est même conseillé de prendre un matelas plus ferme si l'on souffre de douleurs lombaires. La fermeté d'une literie dépend du matelas, mais également du sommier, habituellement composé de lattes de bois ou de ressort. Il est recouvert ou apparent, à bord plat ou en cuvette. La fermeté du lit dépend aussi de son ancienneté. Plus une literie prend de l'âge, plus elle s'affaisse sous le poids du dormeur. Au-delà des critères d'hygiène évidents, il est donc important de renouveler régulièrement sa literie, et en particulier si l'on a pris quelques kilos supplémentaires avec les années, pour maintenir un support ferme du sommeil. La taille du lit est déterminante pour le confort et la qualité du sommeil, comme l'ont montré plusieurs études polysomnographiques réalisées chez les adultes dormant seuls, des couples ou des adolescents. En effet, ces études montrent qu'en augmentant la taille du lit, on diminue le temps d'éveil au cours du sommeil, ce qui améliore le temps de sommeil. Lorsqu'on observe en vidéo le sommeil des adultes, on est frappé de voir combien ils cherchent désespérément une position en déséquilibre par rapport à un lit trop court ou trop étroit. Pour des raisons évidentes d'intimité, on préfère ressentir le contact de l'autre lorsqu'on s'endort à 2. Mais au cours de la nuit, bien des éveils ou des insomnies sont liés à la difficulté qu'on éprouve à trouver sa place sur le matelas. Notre conseil est donc de bien adapter la taille de sa literie à sa propre taille et à sa corpulence, mais aussi de ne pas hésiter, lorsque c'est possible, à consacrer sa chambre à son lit et non à dissimuler le lit en canapé pliable pour laisser la place à une télé géante. Ensuite, les matières naturelles, coton, bois, laine, doivent être préférées aux matières synthétiques et aux mousses de synthèse, d'une part pour permettre un échange de chaleur entre le dormeur et son environnement, favorable à la qualité du sommeil, d'autre part pour éviter que le dormeur ne développe des allergies liées au contact prolongé avec son lit. Enfin, pour permettre son meilleur recyclage des literies après utilisation. L'oreiller, un allié indispensable du sommeil. L'oreiller et le traversin sont des alliés indispensables à l'endormissement et au bon sommeil. C'est en effet à son oreiller que l'on va confier ses dernières pensées.
Son odeur, sa taille, ses matières nous rassurent, au point que certains ne voyagent pas sans emporter leur oreiller. Les hôtels de grand luxe en proposent souvent une dizaine, qui sont testés et rejetés par les voyageurs d'affaires qui n'en supportent qu'un seul format, le leur. Il faut d'abord veiller à ce qu'il ne soit pas la cause d'une torsion du cou et d'une mauvaise position, source de torticolis et qui entraînera un réveil douloureux. L'enveloppe de l'oreiller est le plus souvent coton le plus recommandé. On trouve différents rembourrages, plumes et duvet d'oie ou de canard, polyester, latex ou mousse à mémoire de forme, qui épousent la forme du cou et de la tête sous l'effet de la chaleur du corps. Il existe également des oreillers ergonomiques, dont la forme anatomique maintient la nuque et les cervicales. Et bien voilà, nous sommes arrivés au bout de cette lecture. J'espère que vous avez appris des choses qui vous aideront à mieux dormir. Et pour conclure quand même, en fait pendant la lecture du livre, je me suis vraiment dit il parle pas de la sieste. Et si, dans la conclusion. Alors c'est une conclusion très courte, elle fait même pas une page. L'auteur, je vous le rappelle, Damien Léger, du livre Les troubles du sommeil, quand même, nous parle de la sieste. Et voilà pour conclure à la fois le livre, mais aussi cette vidéo. Je vous souhaite d'avance bonne nuit ou bonne sieste. Comment ne pas conclure ce livre sur le sommeil sans recommander au lecteur de ce que sais-je une bonne sieste? Si nous n'avons que très peu évoqué la sieste, c'est qu'il faudrait un volume entier pour en évoquer les bienfaits. Les recherches menées dans notre centre de l'Hôtel-Dieu ces dernières années, coordonnées en particulier par Brice Faro, un chercheur de l'équipe Vifasum Paris-Descartes, ont montré combien la sieste était bénéfique, non seulement sur le plan du bien-être et de la vigilance, mais aussi sur le plan biologique. Elle permet de mieux lutter contre la douleur et prévient le risque accidentel. Elle améliore la performance et la mémoire. Elle devrait être enseignée aussi bien à l'école qu'au travail. Une sieste idéale, c'est 20 minutes, pas plus. Il convient donc d'éviter de sombrer dans un sommeil trop profond qui en annulerait les effets. Si vos nuits ne sont pas suffisamment bonnes ou longues, alors siestez.